Ils contrôlent environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole standard. Si facilement extractibles par des moyens conventionnels, ils possèdent tous les champs pétrolifères d'Arabie Saoudite et ils figurent régulièrement parmi les 5 entreprises les plus valorisées au monde. Je parle de Saudi Aramco. Saudi Aramco. Une Arabie Saoudite forte a besoin d'une Aramco forte. La plus grande compagnie pétrolière du monde, pompant des millions de barils par jour pour devenir l'action la plus échangée de l'histoire. Dans les vastes déserts d'Arabie se dresse un géant nommé Saudi Aramco. Saudi Aramco appartient principalement au gouvernement saoudien et à un groupe appelé le Fonds d'investissement public. Le Fonds d'investissement public ensemble, ils détiennent plus de 98% du pouvoir de ce géant. Ce n'est pas une entreprise comme les autres, c'est comme la colonne vertébrale financière de l'Arabie Saoudite. C'est le Sam Bankman-Fried pour FTX. Saudi Aramco façonne la richesse du pays et l'influence qu'il exerce dans le monde. Imaginez ceci, Saudi Aramco contrôle la bagatelle de 20% de tout le pétrole dans le monde entier. C'est l'acteur principal dans un jeu où tout le monde veut du pétrole. Saudi Aramco est aussi le plus grand membre d'un groupe appelé l'Organisation des pays exportateurs de pétrole qui ressemble à un club de gentlemen car essentiellement ce sont des pays, c'est-à-dire des hommes qui décernent de choses importantes, c'est-à-dire le pétrole. Mais Saudi Aramco ne se limite pas au pétrole. C'est comme un acteur de l'ombre dans la politique mondiale qui tire les ficelles dans différents pays à travers le monde. À une époque où le monde traversait des crises, comme la Russie qui causait des problèmes en Ukraine, et la pandémie de Covid-19, Saudi Aramco n'a pas seulement survécu. Elle a gagné une somme folle, 161 milliards de dollars, mais il ne se limite pas au pétrole. Le propriétaire, le fonds d'investissement public, achète de grandes parts d'autres entreprises dans le monde entier, comme Nintendo Lucid Motors, il fabriquant des voitures électriques semi-solides, Live Nation, une société de concert, et même l'entreprise qui gère Carnival Cruise Lines. Saudi Aramco va au-delà des affaires. C'est aussi la façon dont le monde perçoit l'Arabie Saoudite. Autrefois, les gens voyaient l'Arabie Saoudite comme un endroit peuplé de nomades et de fermes. Aujourd'hui, les gens la voient comme bien plus que cela. Mais il y a aussi un côté sombre à cela. Saudi Aramco était contrôlé par les États-Unis à un moment donné. Mais petit à petit, ce contrôle leur a échappé et l'Arabie Saoudite a pu faire grandir un géant qui contrôle sans doute la ressource la plus importante au monde, l'énergie. Ah, et bien sûr, il y a aussi ce truc appelé dioxyde de carbone, qui cause le changement climatique. Saudi Aramco en a émis plus de 60 milliards de tonnes, ce qui est énorme si vous vous demandez, c'est plus de 4% des émissions mondiales. Comment Saudi Aramco est-elle devenue le monstre qu'elle est aujourd'hui? Cette ascension était-elle halal? Et qu'est-ce que les jeunes ambitieux bâtisseurs d'empires peuvent apprendre de leur histoire? Et quel est leur avenir dans un monde qui se tourne de plus en plus vers l'énergie verte? Dans les années 1930, quelque chose de monumental commence dans les déserts d'Arabie Saoudite. C'est une époque où le monde se réveille des conséquences de la Première Guerre mondiale et où un dirigeant visionnaire, le roi Abd al-Aziz, a une idée audacieuse. Le célèbre Aziz, qui a inspiré le nom du légendaire influenceur Sicand, accorde une concession à une entreprise américaine appelée Standard Oil of California, créant ainsi ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Aramco. Mais il ne s'agit pas seulement d'un accord pour extraire du pétrole. C'est un pacte qui lie le destin de l'Arabie Saoudite à l'or noir enfoui sous ses sables. L'idée est simple. La société américaine cherchera du pétrole et en échange, l'Arabie Saoudite recevra une part des bénéfices. Le partenariat vise à augmenter le produit intérieur brut du pays et à apporter la prospérité à son peuple et à ses chameaux. Et c'est le cas. Les emplois créés autour de l'industrie pétrolière augmentent non seulement la richesse du pays, mais améliorent aussi la vie des travailleurs. Mais pourquoi les États-Unis s'intéressent-ils autant au pétrole en Arabie Saoudite? Il ne s'agit pas uniquement de s'enrichir. Les États-Unis ont un plan plus vaste. Ils comprennent qu'avoir une source de pétrole sécurisée est crucial pour leur propre croissance et sécurité. Donc, l'accord avec l'Arabie Saoudite n'est pas seulement une opération commerciale. Il s'agit de sécuriser l'énergie nécessaire au progrès et à la sécurité de la nation.
Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'ils vont perdre cet accès. Sur fond de cette collaboration, un jeu géopolitique plus profond est en train de se dérouler. Il y a une menace imminente venant d'un groupe appelé les Hachémites. Et le roi Abdalaziz a besoin d'un allié solide. Il se tourne alors vers les États-Unis, dans un geste qui ne vise pas uniquement à obtenir des armes. Il s'agit de nouer une amitié. Une amitié basée sur l'intérêt, comme se lier d'amitié avec un videur de boîte de nuit ou le geek autiste en maths qui t'aide pour tes devoirs. Le roi souhaite une alliance militaire officielle avec les États-Unis comme bouclier contre les menaces. Il ne s'agit pas seulement d'armes. Cela déclare que la sécurité de l'Arabie saoudite est liée aux intérêts stratégiques des États-Unis. Et cela est significatif parce que cela prépare le terrain pour un partenariat qui façonnera le destin des deux nations. Au début des années 50, le partenariat entre l'Arabie saoudite et Aramco s'avère être un grand succès. Les vastes déserts produisent du pétrole en quantité suffisamment importante pour l'exportation commerciale. Cette période marque également un tournant. Elle propulse Aramco dans une nouvelle phase de croissance et d'influence. Puis, dans les années 50, Aramco se retrouve sous la propriété de 4 sociétés actionnaires, toutes basées dans la ville de New York. Ces sociétés comprennent Standard Oil of California, connu aujourd'hui sous le nom de Chevron, ainsi que 3 autres au nom familier, Texaco, Standard Oil Company of New Jersey, aujourd'hui ExxonMobil, et Socony Vacuum, le prédécesseur de Mobil et ExxonMobil. L'Amérique connaît sa propre transformation à cette époque. L'après-guerre voit une explosion de la consommation de pétrole, alimentée par la démocratisation de l'automobile et la création de banlieues et de villes. Le rêve américain se réalise et avec lui le besoin de pétrole. Les consommateurs adoptent la surconsommation, dépensant librement pour les luxes qu'apporte la prospérité. Le concept d'efficacité énergétique et les préoccupations environnementales, si présents dans le discours actuel, passent au second plan. L'accent est mis sur l'abondance, pas sur la préservation. Oui, cela me rend nostalgique aussi. La surproduction de gaz excédentaire devient une caractéristique notable de cette période, et cela contribue à maintenir les prix du carburant relativement bas. En résumé, l'abondance de pétrole est un moteur essentiel du boom économique qui devrait susciter encore plus de nostalgie. Il ne s'agit pas seulement d'alimenter les voitures, il s'agit d'alimenter le mode de vie américain. Dans les années 60, un grand développement façonne le paysage pétrolier. La création d'une organisation que beaucoup considèrent comme hautement criminelle. Bien sûr, je parle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Ce cartel composé de l'Iran, de l'Irak, du Koweït, de l'Arabie saoudite et du Venezuela vise à contrôler les prix du pétrole en gérant la production afin de maximiser les profits de ses membres. Une déclaration de mission très noble. Le contexte inclut une histoire de mécontentement parmi les compagnies en raison des bas prix du pétrole causés par la surproduction. Et comment utilisent-ils leur pouvoir? Au début, de façon très inefficace. Par exemple, en 1967, lors de l'embargo sur le pétrole, le deuxième jour de la guerre des 6 jours, les nations arabes décident collectivement de dissuader les pays qui soutiennent militairement Israël. Alors que certains pays du Moyen-Orient limitent les expéditions de pétrole, imposant des embargos aux États-Unis et au Royaume-Uni, la participation de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole reste limitée en raison de la courte durée de la guerre. L'embargo rencontre également des difficultés comme le manque de cohésion entre les nations arabes. Il manque de consensus sur les participants à l'embargo et sur la capacité des concurrents à intervenir. En bref, c'était toujours un groupe de gros égos, mais ils se sont rapidement ressaisis. Avançons jusqu'à la guerre du Kippour en octobre 1973, où l'Égypte et la Syrie attaquent Israël en représailles à la guerre des 6 jours de 1967. L'embargo pétrolier de 1973 qui s'ensuit voit les membres arabes de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole imposer à nouveau des restrictions aux pays soutenant Israël, notamment les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas, le Portugal et l'Afrique du Sud. Cet embargo ne se limite pas à l'interdiction des exportations de pétrole, il introduit également des réductions de production, entraînant une crise de l'essence et une augmentation des coûts aux États-Unis. Cela semble familier. Les prix de l'essence grimpent de 3,50 $ à 10,10 $ le baril. Cela correspond à environ 25 $ à 62 $, ajusté pour l'inflation aujourd'hui. Cela entraîne le rationnement de l'essence, la baisse des limitations de vitesse, l'inflation et de longues files d'attente dans les stations-service.
Clairement, c'est une excellente façon de gâcher la journée des gens. Alors que l'embargo de 1967 est considéré comme un échec. L'embargo de 1973 atteint ses objectifs, mieux encore, il maintient les prix élevés même après sa levée. Et cela met en évidence l'influence politique que le pétrole saoudien exerce sur les grands pays. Et c'est à ce moment-là que les États-Unis commencent à explorer des sources d'énergie alternatives, en mettant l'accent sur la conservation de l'énergie et en travaillant à réduire leur dépendance à l'énergie étrangère. Cela prépare aussi le terrain pour un paysage énergétique mondial, plus complexe et interconnecté. De nos jours, de nombreux pays imitent les États-Unis, car c'est le meilleur pays du monde, comme chacun sait. À la fin des années 70 et au début des années 80, Saudi Aramco subit une transformation majeure qui va tout changer. Cela va bouleverser à jamais l'équilibre des pouvoirs entre les Saoudiens et les États-Unis, et cela va accélérer l'ascension de Saudi Aramco. C'est un éloignement du contrôle américain au profit d'une privatisation totale et d'un contrôle par le gouvernement saoudien. Et ce processus de privatisation commence en 1973, lorsque le gouvernement saoudien acquiert une participation de 25% dans Aramco. En 1974, un an plus tard, cette participation passe à 60%. Et en 1980, l'Arabie saoudite prend le contrôle total, soit 100%. Ce changement ne se limite pas à la propriété. Cela entraîne également un changement de nom créatif, passant d'Aramco à Saudi Aramco. Avec le gouvernement saoudien désormais aux commandes, Saudi Aramco opère un virage stratégique dans les années 80 et continue d'évoluer tout au long des années 2000 et des années 2010. L'entreprise passe d'une production principalement axée sur le pétrole à une intégration complète, à la fois verticale et horizontale. Eh bien, c'est le genre de choses que les diplômés inutiles de Master of Business Administration aiment dire, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Le segment amont de Saudi Aramco, responsable du forage pétrolier, continue de jouer un rôle crucial. Parallèlement, les activités du segment aval se diversifient pour inclure le raffinage et la fabrication pétrochimique, l'approvisionnement et le négoce, la distribution et la production d'électricité. Cela marque l'évolution de Saudi Aramco en une entreprise mondiale de l'énergie et de la chimie. Il favorise des partenariats en Amérique du Nord, en Corée, en Asie et au Japon. Que signifie l'intégration verticale et horizontale? Le pouvoir. Plus précisément, le pouvoir de fixation des prix, parce qu'ils ont un meilleur contrôle sur la dynamique de l'offre et de la demande de pétrole. Et logiquement, ils investissent dans des technologies de pointe. Par exemple, des logiciels de simulation conçus pour améliorer la performance du forage pétrolier. De cette façon, vous pouvez estimer s'il reste des réserves dans les réservoirs. Et surtout, pendant cette transition, il est rapporté qu'Aramco fonctionne indépendamment des influences politiques. Elle conserve sa main-d'œuvre qualifiée et les ingénieurs continuent de diriger jusqu'aux années 2010, lorsque les responsabilités de gestion changent et qu'il va maintenant y avoir un changement majeur parce que, au début des années 2000, un procédé révolutionnaire appelé fracturation hydraulique émerge et perturbe le riz halal de Saudi Aramco. Cela modifie complètement le paysage énergétique. Cette technologie permet aux États-Unis d'extraire du pétrole des formations de schiste, déplaçant ainsi l'équilibre du pouvoir loin de Saudi Aramco. Mais ce n'est peut-être même pas le plus grand danger. Le vrai grand danger sirote des lattes au matcha de soja et pourrait même avoir les cheveux violets. La montée de la culture environnement, social et gouvernance apporte de nouveaux défis. Des préoccupations concernant l'impact environnemental de l'extraction du pétrole, associées à des controverses autour des pratiques religieuses et du travail au Moyen-Orient. Cela recompose le récit autour de l'énergie. D'une part, il y a un déclin potentiel de la demande de pétrole, surtout aux États-Unis, en Europe et en Chine, alors qu'ils passent à des énergies plus vertes pour des raisons d'image politique. Mais d'autre part, les économies émergentes, comme l'Inde et l'Afrique, pourraient augmenter leurs besoins de pétrole pendant l'industrialisation, à mesure que les citoyens peuvent se permettre plus de luxe. Si vous ne savez pas quoi faire, vous envisagez d'entrer en bourse. En 2016, le prince héritier Mohammed Ben Salman évoque l'idée d'une introduction en bourse pour Saudi Aramco, estimant sa valeur à environ 2000 milliards de dollars. Le plan est de vendre 5% de l'entreprise, générant environ 100 milliards de dollars. Cependant, ce chiffre était controversé car les investisseurs internationaux estiment la valeur de l'entreprise entre 1,1 et 1,7 milliard, et non à 2000 milliards de dollars. Pourquoi?
principalement en raison des inquiétudes concernant la demande de pétrole, la volatilité des prix, les facteurs géopolitiques et la validité des déclarations sur les réserves de pétrole. Je veux dire, qui vous dit qu'ils ont vraiment encore beaucoup de pétrole? Et les problèmes ne s'arrêtent non pas là. Aramco n'est pas disposé à fournir les exigences strictes de divulgation imposées par les bourses occidentales, y compris les détails sur les réserves de pétrole et les techniques d'extraction propriétaires. Il décide donc de s'introduire à la bourse de Riyad. Mais c'est aussi une sorte de mesure de protection. Des chiffres d'évaluation controversés pourraient nuire à l'image mondiale de l'entreprise. La décision de réduire la voilure et de se concentrer sur Riyad vise aussi à éviter de nuire à la réputation de l'entreprise et de faire honte au pays. En 2019, 1,5% d'Aramco est proposé à la bourse saoudienne à environ 30 riyals saoudiens, soit 8 $ par action. Les investisseurs saoudiens qui gardent leurs actions pendant 180 jours peuvent recevoir une action bonus pour 10 détenus. Et bien sûr, les rebondissements se poursuivent. Des rumeurs circulent sur des pressions exercées sur des Saoudiens accusés de corruption pour qu'ils achètent des actions, ce qui suggérerait une certaine manipulation du gouvernement pour soutenir les prix. Au final, l'introduction en bourse est considérée comme un succès. Elle génère 29,4 milliards, ce qui est énorme. Et que fait-on avec tout cet argent? Il est investi dans divers projets gouvernementaux. L'entreprise investit également dans des sources d'énergie alternatives et des méthodes de réduction du carbone. Tout va bien? Faut-il investir dans cette action maintenant? Peut-être, mais il y a encore beaucoup de risques pour l'entreprise. L'Organisation des Nations Unies enquête sur Aramco pour d'éventuelles violations des droits de l'homme liées à la pollution. Les fluctuations des prix du marché des hydrocarbures posent des défis financiers à Aramco. La capacité de l'entreprise à financer des projets à partir de ses activités opérationnelles est directement impactée par cela. Et en tant qu'entreprise détenue par l'État, le sort d'Aramco est franchement aussi lié aux actions politiques de l'Arabie saoudite et à sa position sur la scène mondiale. Les décisions politiques peuvent influencer considérablement la trajectoire future de l'entreprise. Et c'est là que nous devons introduire la vision 2030. Saudi Aramco pourrait ne pas être une priorité à long terme. Voici Mohammed Ben Salman. Mohammed Ben Salman est né en 1985. Il est essentiel dans la transformation de Saudi Aramco et de l'Arabie saoudite, emprisonnant ses ennemis si nécessaire. Ayant commencé son parcours politique en 2007 à l'université Roi Saoud, Mohammed Ben Salman gravit rapidement les échelons du gouvernement. Ses postes stratégiques incluent celui de conseiller spécial auprès de son père, un rôle que j'occupe également avec succès, gouverneur de la province de Riyad, puis ministre de la Défense. En 2017, Mohammed Ben Salman devient prince héritier et lance une arrestation massive de personnalités en vue. Cette initiative anticorruption, bien que controversée, est en réalité bien accueillie par le public. Elle aborde les inquiétudes liées aux disparités de richesse. Les fonds considérables collectés contribuent à des projets gouvernementaux ambitieux comme, par exemple, Vision 2030. Et maintenant, qu'est-ce que Vision 2030 ? En avril 2016, Mohammed Ben Salman lance Vision 2030. L'objectif principal est de réduire la dépendance de l'Arabie saoudite au pétrole et de diversifier ses sources de revenus. Les piliers clés incluent le développement d'autres secteurs, comme le tourisme, le divertissement, la technologie et l'exploitation minière, afin de contribuer de manière significative au produit intérieur brut, la privatisation de davantage de secteurs et d'entreprises, l'expansion du rôle du fonds d'investissement public pour en faire l'un des plus grands fonds souverains du monde, l'amélioration de la qualité de vie, la numérisation, l'amélioration du statut de l'Arabie saoudite dans le monde, ainsi que quelques autres initiatives. Leur brochure n'est pas très précise, mais je suppose que beaucoup de détails sont traités à huis clos. Alors, quel sera le sort de Saudi Aramco dans un monde de plus en plus tourné vers l'écologie? Vont-ils gagner ou perdre en puissance? Il est difficile de donner une réponse définitive, mais ils travaillent sur des initiatives intéressantes. Aramco Ventures, un fonds de durabilité d'1,5 milliard qui soutient les ambitions de Saudi Aramco d'atteindre la neutralité carbone pour les émissions de gaz à effet de serre de type 1 et 2 d'ici 2050. Il se concentre sur des domaines comme la gestion, l'utilisation et le stockage du carbone, y compris la capture directe de l'air. Si la technologie verte s'avère efficace, ces secteurs pourraient être extrêmement lucratifs. Je suis convaincu que la technologie verte est pérenne malgré les difficultés actuelles des entreprises environnement, sociales et gouvernance. Et si la technologie atteint une impasse, ce serait quand même bon pour l'image qu'un géant pétrolier soit prêt à investir dans la réduction des émissions.
Mais ils ont aussi leur fonds numérique et industriel. Ce fonds investit dans diverses technologies de R&D en fabrication avancée qui peuvent réduire les coûts de fabrication des vannes et des capteurs spécialisés. Ils utilisent même la technologie blockchain ici. Cela pourrait être bénéfique pour réduire les coûts de fabrication et de raffinage, et même créer de nouveaux procédés de forage pour extraire des sources de pétrole non conventionnelles. Et enfin, mais non des moindres, surtout pour les jeunes mégalomanes cherchant à lever des fonds, Prospérité 7. Ils investissent dans des technologies externes, qui ne sont pas directement liées à l'entreprise ou même totalement étrangères au secteur de l'énergie. Je suppose que c'est uniquement dans un but de diversification. Ils investissent dans la blockchain, la fintech, la medtech et les logiciels SaaS, B2B. Et si vous regardez leur site web, il semble que la plupart de ces entreprises soient des entreprises de technologie chinoises. Alors que Saudi Aramco navigue à travers ses rebondissements dans la saga de l'énergie, c'est comme jouer aux échecs avec des barils de pétrole. Un coup à la fois jusqu'au mat, ou devrions-nous dire pétrole mat? Ah d'accord, ce n'était pas aussi drôle.